Nous sommes en 1954, sur une île au large de Boston, aux États-Unis, au bord d'une falaise battue par la tempête. Une tête se détache brutalement du récif. Un homme, le visage tuméfié, les yeux pleins d'effroi, se hisse péniblement sur la roche glissante. C'est le marshal Teddy Daniels. Venu sur l'île Shutter Island, enquêter sur la disparition d'une patiente internée dans un hôpital psychiatrique, il a découvert, il en est sûr, que des expérimentations sordides se réalisaient sur les cerveaux des aliénés. Ainsi, depuis le début, on le drogue à son insu afin de le rendre malade. On le surveille, on fouille sa chambre afin de l'empêcher d'agir. Ses hôtes sont ses bourreaux. Même son coéquipier est un traître. Ne faire confiance à personne. Le voilà en fuite, traqué par ses assaillants. Nous le suivons dans un périple fait de courses-poursuites effrénées, de rencontres fantomatiques avec des humains réduits à vivre tels des bêtes traquées. Notre personnage comprend tout. Il remonte la filière du crime, jusqu'à déjouer la surveillance des gardes et parvenir jusqu'au phare de lieu de torture. Au plus fort de la tension du film, il s'effondre, confronté à sa réalité. Son système théorique, son raisonnement chute, tel un château de cartes, tandis que les personnages reprennent leur véritable identité, que les prénoms se révèlent être des anagrammes et dévoilent leur sens caché. Le crime. Notre héros a le sang d'un être aimé sur les mains. Pour le spectateur, ce moment est étrange, désagréable, moment durant lequel il ne sait plus qui croire, qui dit la vérité, moment de basculement angoissant. Puis, tandis qu'il rembobine mentalement le film pour y trouver des failles dans le raisonnement du héros, des indices qu'il a laissés passer, aveuglé qu'il était dans sa croyance, ne faisant qu'un avec le personnage, il se dit « Mais comment n'ai-je pas pu douter? Quelle prouesse de la part du réalisateur, Martin Scorsese, d'avoir pu me faire entrer dans son délire. » On pourrait dire presque un délire à deux, artificiel en somme. Le discours paranoïaque est-il communicable à l'autre? Dans quelles conditions peut-il se produire une adhésion d'un sujet dit sain au délire de l'aliéné? Quel est le mode de relation à l'autre prévalant chez la personne paranoïaque? Autant de questions dont nous allons essayer de débattre et qui méritent de reprendre les concepts fondamentaux de Lacan à la suite des travaux des aliénistes. Pour Jacques Lacan, on va reprendre les bases, la relation à soi-même, comme les rapports intersubjectifs, sont pris dans les raies de l'imaginaire. Dans son analyse d'un cas de paranoïa chronique, Freud met en évidence quelques éléments qui sont pour nous précieux, à savoir que la plainte de sa patiente tourne autour de la méfiance envers les voisins. Ici, nous sommes dans le registre du flou. J'entends par là que nous ne sommes pas encore confrontés à ce que nous trouvons dans le tableau complet de la paranoïa, à savoir que l'autre persécuteur est du même sexe que le patient. Plus loin, dans le même récit freudien, nous pouvons remarquer que la patiente devient plus agitée. S'est-il passé? Cela coïncide avec le fait qu'elle trouve dans sa femme de chambre l'objet qu'articulera persécution et désir sexuel. Sans l'articulation, à savoir que l'objet persécuteur est du même sexe que le plaignant, nous ne pouvons pas penser avoir affaire à une structure paranoïaque. De là l'importance de dégager les éléments parasitaires qui viennent déranger la mise en évidence au diagnostic structurel et compromettre la direction de la cure. Donc, le premier temps, le tableau de la paranoïa, se caractérise par une agitation généralisée avec plainte d'être observé, persécuté, mais sans l'objet. Le deuxième temps
se caractérise par la présence de l'objet de persécution ou d'amour, de même sexe que les plaisirs. Quand le praticien est confronté à ces deuxièmes temps, la technique de l'écarteur peut l'aider à s'y sortir de la difficulté clinique. Cette technique consiste à augmenter de manière importante, dans la journée ou de façon aléatoire, le nombre de séances. Cette technique est autorisée par les formations de l'inconscient. Un oubli, un rêve, un acte manqué, un symptôme corporel. Elle vise à maintenir la résistance écartée pour que la formation de l'inconscient puisse donner naissance à la parole et à l'association libre. Avec cette technique et avec le swing éclos dans sa psychanalyse, le psychanalyste peut apaiser le patient, psychotique ou non, en diminuant la pression exercée par le symptôme. Avant de commencer, je voudrais savoir s'il y a des jaloux ou des jalouses dans la salle. Levez les mains. Le titre de mon intervention est « Attention, ça va saigner » ou « J'ai un gros soupçon ». Ainsi, pour terminer cette journée, nous allons parler de passion, d'amour fou, d'envie, de haine, d'agressivité, bref, de jalouissance, comme le dit Lacan, puisque toutes ces notions s'articulent autour de ce thème qui s'est avéré bien plus vaste qu'il n'y paraissait au premier abord. Revenons au titre pour souligner que pour nous, ça sera jalousie avec un S. C'est en effet plutôt des jalousies dont il faudra parler et qu'il m'intéressait de mettre en scène aujourd'hui pour vous. Alors là, mon voisin ne va pas être très content, mais bon, il est parti. Vous savez que le hasard fait parfois bien les choses, et c'est donc par hasard que je me suis retrouvée début septembre à assister à un opéra. J'étais ravie quand j'ai réalisé ce qui se jouait. Un homme jaloux, d'une jalousie tellement folle qu'elle va jusqu'au meurtre de l'aimé et au suicide de l'aimant. Que chante la Carmencita? Révisons nos classiques. Comme je ne suis pas mezzo-soprano, je ne vais pas chanter. Alors, l'amour est enfant de Bohème, il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Ainsi, voici notre homme, Don José, fou d'amour pour sa belle, qui après la passion est abandonné alors qu'il lui a tout donné, son métier, sa dignité, son éthique. Je vous rappelle que Carmen le quitte pour un toréador, celui qui pique à mort, et qui pique à mort à Don José. À mort à M.O.R. À un moment, Carmen, visionnaire, dit « Que je meurs si tu n'es pas jaloux ». Don José répond « Et oui, je suis jaloux ». Enfin, nous apprenons qu'un jaloux, c'est fatigant. Quand le contrebandier lui lance un « Ah, toi, tu vas nous laisser tranquille avec ta jalousie ?» Pauvre jaloux, fatigué lui aussi par ses propres démons. L'occasion m'a fait vous citer Carmen, mais j'aurais tout aussi bien pu parler d'Othello ou vous lire les faits divers de ces magazines qui en font leur chou gras. Mais là, nous allons trop vite, car nous sommes déjà au dernier stade de la jalousie, celui où ça saigne, justement. Alors reprenons. C'est ma clinique quotidienne qui m'a amenée à choisir ce thème. J'ai été amenée plusieurs fois à recevoir des patientes qui viennent consulter pour un problème de jalousie intensive ou envahissante, dirais-je, et toute perfectible que je suis encore. Pour ne pas dire que je n'y connaissais pas grand-chose en jalousie, j'étais souvent embêtée face à leurs problématiques. Cela me questionnait du style « Est-ce un type d'obsession, une obsessionnelle qui vient avec ses doutes, ses idées fixes, ou bien une paranoïaque bien cachée ?» Heureusement, il y a les colloques du RPH pour me mettre au travail. Alors, de quoi parle-t-on lorsque l'on parle de jalousie en clinique? Existe-t-il une différence de jalousie quant à la structure, une jalousie névrotique, psychotique? J'ai pu constater que la jalousie était liée à l'objet d'amour, à la situation, à la tâche. Par exemple, il me semble avoir repéré chez ces femmes qu'elles ne le sont pas tout le temps. Elles ne sont pas jalouses n'importe quand, avec n'importe qui. Ou alors il y a un moment où tout bascule et elles le deviennent intensément. Pour toujours, je ne sais pas, car elles ont une particularité, du moins avec moi, c'est que le travail ne prend pas.